Et on a parlé jeunes, je vais vous proposer qu'on reste encore dans ce public jeune avec Anne-Marie Ropars qui est à côté de moi, enfin presque à côté de moi, qui est la proviseure de l'EREA des 1000 sources à MEMAC et donc qui va pouvoir vous présenter un petit peu le programme qu'ils ont mis en place sur le développement de l'estime de soi. Voilà. Tu as activé ton micro Oui, c'est je bon. pense que tout le monde m'entend. Rapproche bien le micro. On va rapprocher un petit peu, voilà. Donc moi aujourd'hui j'interviens pour présenter un petit peu ce qui se passe dans notre établissement. Donc le programme est mis en place depuis plusieurs années et chaque année on essaye de travailler pour améliorer nos propositions. Donc en fait, pour commencer, j'ai préparé un petit diaporama pour vous expliquer un petit peu et contextualiser ce qu'est un EREA. Donc l'EREA est un établissement régional d'enseignement adapté. Donc sur l'académie, nous sommes le seul établissement à fonctionner en enseignement adapté. Donc, le contexte, voilà, c'est un établissement public local d'enseignement qui accueille des élèves qui sont en difficultés scolaires persistantes et ou difficultés sociales et qui accueille également des élèves qui sont issus du handicap notamment, hein, qui ont une notification et qui ont une notification du handicap qui impacte leurs apprentissages. Donc la spécificité de cet établissement est notamment, en plus de l'enseignement que nous pouvons proposer, enseignement général et enseignement professionnel, accompagner les élèves leur proposer des activités éducatives au sein de notre internat. Nous accueillons les élèves donc aussi bien le jour que la nuit. Donc pour encadrer, nous avons des enseignants du premier degré, des enseignants du deuxième degré, mais également donc les assistants d'éducation qui sont plus attribués aux nuits, mais pas que. Donc le contexte de l'établissement, donc c'est 28 lycéens, nous sommes une petite structure, hein, vous allez le voir, 28 lycéens donc, qui sont inscrits sur 4 CAP. Donc c'est le peinture, applicateur et revêtement, MEN, menuiserie, carrelage, IMTB, intervention, maintenance technique des bâtiments. 34 collégiens, donc issus soit de la commission départementale d'orientation vers l'enseignement adapté, donc ça veut dire que c'est une commission, soit de la maison départementale des personnes handicapés. Donc en fait, on arrive à l'EREA avec constitution de dossier. Voilà. Donc sur les 62 élèves de l'établissement, on a 46 élèves internes et 9 élèves demi-pensionnaires. Le reste sont des élèves externes. Donc à MEMAC, l'établissement MEMAC, je ne sais pas si tout le monde connaît, alors sûrement pas Bordeaux et sûrement pas Poitiers. En tout cas, voilà, c'est quand même, MEMAC est en zone rurale et nous avons donc une ligne SNCF qui dessert l'établissement. En revanche, voilà, on touche les agglomérations d'Ussel, Brive, Tulle et donc Limoges. En revanche, on oublie un petit peu le département de la Creuse parce que nous sommes, on a un petit problème de transport à ce niveau-là. Ceci étant dit, comme nous accueillons des jeunes qui sont issus de familles d'accueil, parfois c'est les familles d'accueil qui nous les amènent, puisqu'on nous accueillons quand même des jeunes de la Creuse, mais sur une faible proportion. Voilà. Alors, le public, j'ai fait une petite image sur la fragilité de notre public. Quelques indicateurs, quelques chiffres, mais très peu. 60% des élèves ont une mesure éducative mise en place contre 8% l'année dernière et 2 ans auparavant. Ça veut dire que ça bouge. 64% des élèves relèvent du champ du handicap contre 29% l'année dernière et 30% il y a 2 ans. Donc, on a une augmentation notamment de notification de la MDPH ITEP, c'est-à-dire des enfants qui ont de forts troubles du comportement. Chez les lycéens, on accueille des élèves EANA. Donc, EANA, c'est des élèves allophones, hein, nouvellement arrivés sur le territoire. Donc, ils arrivent tout au long de l'année
sur un des départements, la Creuse, la Corrèze ou la Haute-Vienne. Ils sont accueillis soit en foyer, soit en famille d'accueil le week-end. Et en revanche, nous les accueillons la semaine à l'EREA. Voilà. Donc cette année, 67% des lycéens étaient des élèves allophones, contre 96% l'année dernière, et 64% il y a 2 ans. Donc on a quand même une proportion importante. Sur les images précédentes, donc vous avez bien compris que l'EREA accueille aussi bien un public collégien, lycéen, et notamment dans les lycéens, nous avons possibilité d'accueillir des élèves apprentis. L'année dernière, nous avions 14 élèves apprentis. Cette année, on n'en a plus que 2. Mais comme quoi, c'est assez variable. Mais nous avons donc du coup un public qui va de 11 ans à 19 ans. Donc pour gérer un petit peu cette hétérogénéité et répondre un petit peu à ce contexte d'établissement, donc une des priorités de l'établissement, c'est de favoriser l'activité physique pour une meilleure imprégnation. Donc nous avons développé le parcours éducatif de santé et le déploiement des activités éducatives avec l'objectif de prendre soin de soi-même et des autres. Donc pour mettre en place cet objectif, il a fallu aménager les emplois du temps. Donc dans les emplois du temps, on a toujours l'activité physique et sportive qui fait partie de l'horaire réglementaire, que ce soit pour le collège, que ce soit pour le lycée. Mais en plus, voilà, on propose de dégager des horaires sur les activités éducatives. Donc nous avons sur 3 soirées, enfin on va dire fin d'après-midi plutôt, excusez-moi, sur 3 fins d'après-midi, nous dégageons des horaires sur le mardi, le mercredi et le jeudi. 2 heures le mardi et le jeudi après-midi contre 3 heures le mercredi après-midi. Et donc les activités sont d'ordre physique et ou créative, mais on a quand même une prédominance sur les activités physiques. Donc nous développons notamment des activités de pleine nature pour développer l'estime de soi et mobiliser d'autres compétences. J'ai pas mis toutes les activités, mais là, en l'occurrence, le VTT, l'escalade et la randonnée. Donc, des activités qui permettent de prendre confiance en son corps et qui mobilisent la concentration et la patience. Les observables dans ces 3 domaines, c'est que les élèves réussissent à se fixer un objectif et développent des stratégies pour l'atteindre. Ils progressent dans la coordination main-pied, et apprennent à anticiper les mouvements. Et notamment, on y accède parce qu'ils sont dans la répétition de leurs gestes. C'est un peu des rituels, notamment à chaque début d'activité. Ils développent également des savoir-faire techniques, en escalade, les nœuds, mais également au VTT. Il y a des choses qui sont mises en place sur la mécanique vélo, parce que avant de se mettre dessus, on vérifie quand même la partie sécuritaire du vélo et régler les éléments notamment. Il y a également la pratique de l'équitation, parce que le contact de l'animal apporte également certaines compétences, notamment la patience, l'empathie, et donc le contact de l'animal a un côté apaisant pour nos jeunes qui, je vous rappelle, ont pour certains de forts troubles du comportement. Donc les observables, c'est que les élèves progressent dans la coordination de leurs gestes, toujours. Ils réussissent à anticiper des obstacles et à se positionner en tant que pilote. Donc là, leur estime de soi, justement, est travaillée pour qu'ils puissent guider un cheval avant de monter dessus. Dessous, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas compliqué d'ailleurs, mais c'est un peu plus dangereux. Les élèves s'améliorent donc dans la durée de leur concentration. Ils mobilisent leur mémoire en effectuant encore une fois des tâches répétitives sur le soin de l'animal avant de travailler avec l'animal. Progressivement, ils accèdent à l'autonomie, car ils répètent les gestes à chaque activité. Là, notamment l'équitation, c'est tous les mercredis. Donc à chaque fois, ils répètent un petit peu le même rituel. Et ils acquièrent une certaine maîtrise de soi.
Ils réussissent à effectuer des exercices sur un animal plus gros et plus lourd qu'eux. Forcément, ils vont adapter leur conduite et pour certains, il va falloir dépasser leur peur puisqu'en fait, les activités, c'est un choix que les élèves font. Ceci étant dit, ils ne vont pas faire... je suis passée un petit peu vite sur une des diapositives tout à l'heure, c'est que quand ils choisissent leurs ateliers, c'est entre chaque vacances, on propose une nouvelle liste. Entre chaque période de vacances, on propose une nouvelle liste. Donc les élèves vont choisir leur activité, mais vont devoir changer d'activité et ils essayent de passer un peu tous sur la liste d'activités que nous proposons. Voilà. Ensuite, le sport collectif, bien évidemment. Activités qui permettent, donc on propose le rugby, le badminton, le basket, le volley, donc des activités qui permettent de prendre conscience de la notion du jeu d'équipe et des enjeux. Les élèves améliorent leur performance sportive, quand même. Ils renforcent leur équilibre, la coordination de leurs mouvements et l'agilité. Ils développent la maîtrise de soi face aux erreurs tactiques et les points gagnés ou perdus. Ils se confrontent aux besoins des règles et apprennent à construire des stratégies avec le collectif. Et surtout, ça c'est très important, ils apprennent à accepter la décision d'arbitrage. Voilà. Pour nous, ça c'est quelque chose sur lequel on appuie. L'avantage de ces sports collectifs, j'ai oublié de passer la slide, l'avantage de ces sports collectifs, c'est notamment d'être confronté à d'autres publics. En fait, notamment sur le rugby, ils jouent, ils s'entraînent avec d'autres étudiants et élèves du lycée forestier qui est également implanté sur Meymac. Sur le badminton, ça peut être également avec d'autres publics. L'année prochaine, par exemple, on va faire le projet notamment de danse et c'est d'intégrer une structure avec d'autres personnes, d'autres jeunes, local en fait. Voilà. Donc notre objectif, c'est pas de les laisser entre soi, c'est aussi qu'ils puissent jouer avec, pratiquer avec d'autres camarades. Voilà. En quoi ces activités impactent la santé mentale chez nos jeunes? Donc elles permettent de se retrouver en réussite malgré des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je vous rappelle les quelques indicateurs sur nos élèves, notre public. Sur les activités, je n'ai aucune problématique liée à un comportement inadapté, même quand ils sont à côté d'un cheval. Ils arrivent justement à se contrôler, ce qui n'est pas forcément le cas quand on se retrouve face à la difficulté, et notamment face à l'enseignement, où là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà. Des élèves qui se plaisent à venir à l'EREA, qui se plaisent à l'internat. Je vous rappelle, 74% de nos élèves sont internes. Des élèves qui reprennent confiance en eux et qui acquièrent des compétences. Et des élèves qui progressivement acquièrent du discernement et qui réussissent à analyser les situations de conflit. Ça, on l'observe. Alors, ce n'est pas mesurable quantitativement, mais ceci étant dit, c'est quelque chose qu'on observe entre leur arrivée sur l'EREA en septembre et l'époque où on est actuellement. Ils arrivent à mettre un peu de recul sur leurs agissements parce que ils ont pris confiance en eux, parce que les groupes évoluent, donc ils se côtoient dans des situations où ils sont, je pense, en réussite et qu'ils apprécient. Voilà, donc ces activités, notamment, sont mises en place grâce aux programmes qui sont portés par la région et notamment Prévana. Donc chaque année, nous faisons un dossier pour essayer d'avoir des subventions pour pouvoir proposer à nos jeunes ces activités. Voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais vous proposer qu'on passe au jeu des questions-réponses. Et pour commencer, on va poser une petite question à la mission locale
des deux rives. Et donc j'avais deux questions pour vous. La première, c'est justement, quelqu'un a constaté en tout cas qu'il y avait beaucoup de partenariats avec des structures extérieures à la mission locale, et notamment des salles de sport. Et donc la question, c'était comment avez-vous mis en place ces partenariats, et est-ce qu'il y avait des rétributions financières? Et une deuxième question autour de justement sur la proportion de jeunes éloignés de l'activité physique qui ont été touchés par l'action, et comment vous avez fait pour les motiver, leur donner envie de participer à ça? Donc je vais prendre la parole pour la première question. Comment procède tout à l'heure, j'ai commencé mon propos en disant que les missions locales avaient vocation à accueillir pareil dispositif. Eh bien là maintenant je vais dire pourquoi. Parce que les missions locales sont implantées sur leur territoire avec un maillage de permanence, avec tous les équipements que vous avez vus sont des équipements qui appartiennent ou à des collectivités locales qui sont adhérentes de la mission locale, ou ce sont des structures du territoire avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Ça peut être parfois des structures qui sont en lien avec d'autres acteurs du contrat local de santé. Nous avons aussi en Sud-Gironde un contrat local de santé mentale, ce qui fait que tous les acteurs qui se retrouvent dans ces enceintes régulièrement participent à des initiatives, des expérimentations. À la mission locale des Deux-Rives, notre fil conducteur, c'est laisser libre et authentique la parole et le pouvoir d'agir des jeunes. En ce sens, un certain nombre d'ateliers sont animés, sont réfléchis, sont conçus par des jeunes qui vont solliciter les partenaires habituels de la mission locale. Voilà pourquoi nous disposons d'autant de ressources localement. Certaines sont totalement gratuites, d'autres parfois nécessitent une adhésion parce qu'elles sont dans le secteur privé. Ça peut être le cas de salles de sport, mais la majorité des équipements sont mis à notre disposition par des clubs sportifs qui sont eux-mêmes hébergés par les collectivités locales sur lesquelles ils sont domiciliés. Voilà ce qui nous permet. Captan 3, eh bien, c'est une institution du conseil départemental de la Gironde avec laquelle nous travaillons, qui propose des animations toutes les temps saisonniers de l'été, et nous nous sommes greffés sur ces activités avec chaque fois un éclairage un peu particulier pour les jeunes que nous accueillons. Voilà, et après, avant de laisser la parole à ces jeunes qui vous répondent sur la seconde question, vous avez posé pour question comment on fait pour motiver autant de jeunes. Alors ça sera pas une réponse de Normand, je vais pas répondre forcément à votre question, mais simplement juste une chose, c'était le mot que je souhaitais conclure de ce mot-là. L'activité physique. À mission locale, l'accompagnement global, c'est la santé, la formation, l'emploi, le logement, la citoyenneté, la mobilité. De 16 à 25 ans, les missions locales doivent stimuler les jeunes. Elles doivent les confronter à des expérimentations qui les font grandir. Eh bien, l'activité physique, c'est, je crois, et je suis pas sûr qu'il y ait un détracteur ici, le plus bel exemple d'association entre un effort et le plaisir de l'avoir fourni. Et si habilement on travaille à cette logique-là par la valeur d'exemplarité qu'elle signifie auprès de tous les jeunes, eh bien l'activité physique, on ressent de suite un plaisir à produire un effort. Mais toute la vie, elle est construite sur les apprentissages qui reposent sur ce concept-là. C'est ce que nous essayons d'initier auprès de tous nos jeunes. Et puis j'en aurai pour ma part terminé, mais je te laisserai conclure sur la question posée. Est-ce que c'est possible de la répéter, la question, histoire d'être sûr que j'ai bien compris, s'il vous plaît? Ou Thomas, est-ce que tu peux bien répéter la question, du coup? La question, elle était autour justement du nombre de jeunes qui étaient concernés, des jeunes éloignés de l'activité physique, et sur le comment vous les avez motivés. Alors, souvent, il y a les préjugés qu'on a sur les jeunes de la mission locale, la vie qu'on se fait et la vie une fois qu'on est sur le terrain. Moi, pour ma part, si je pourrais pas estimer en nombre, parce que ça c'est plus dirigé pour mon directeur et les professionnels, mais par rapport à l'image que j'avais une fois que je suis arrivé à la mission locale, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient justement isolés, marginalisés de par leur situation professionnelle ou personnelle. Et justement, ce qui était bien avec la mission locale des Deux-Rives de Cadillac, c'est qu'il y a vraiment une polyvalence dans leur accompagnement de par leurs partenaires. Mais là, pour me recentrer sur le sport, justement,
à force de pratiquer le sport avec justement ces jeunes-là au cours de ces activités, j'ai pu me rendre compte qu'il avait vraiment une grande panoplie, que ce soit par l'âge, par les origines, par la situation personnelle, qui font qu'en fait on s'est tous réunis et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc voilà. Rajouter que toutes ces capsules vidéo sont réalisées par des jeunes à partir d'un matériel que nous avons à la mission locale, avec des jeunes qui sont affectés spécifiquement à la valorisation d'expériences que mènent les jeunes. Immanquablement, cette démarche-là, elle a un caractère incitatif. Et aujourd'hui, sur, admettons, une population mère d'à peu près 500 jeunes qui bénéficient d'accompagnement renforcé dans notre toute petite mission locale, les activités sportives sont proposées à tous les jeunes sans exception, sauf contre-indication médicale, bien évidemment. Et ce sont quasiment tous les jeunes, nous n'avons aucune défection, nous sommes obligés de limiter le nombre de jeunes présents sur les ateliers, eu égard aux équipements dont nous disposons, parce que parfois, au-delà de 20, c'est plus possible. Je précise aussi que chaque fois que nous nous déplaçons sur tout cet immense territoire, eh bien, nous avons 3 minibus à notre disposition qui nous permettent d'amener 20 jeunes à peu près sur tous les équipements qui nous sont accessibles. Je rajoute que la personne qui est partie là, qui est ma collaboratrice, qui est conseillère en insertion, eh bien, participe à toutes les activités de quelque nature qu'elles soient. Voilà, un conseiller d'insertion, ça a aussi valeur d'exemplarité. Et eh bien, il aura fallu que je passe du temps à observer ce qui se passait quand quelqu'un qui est là avec le savoir, ne serait-ce que le pouvoir d'accompagner, de proposer des actes d'accompagnement, avec l'humilité que cela commande, eh bien je crois que cette posture de conseiller, elle prend encore plus de consistance quand nos conseillers sont présents au milieu des jeunes pour réaliser strictement les mêmes activités physiques que ces jeunes-là. Peut-être que tous ces éléments-là, tous ces ingrédients contribuent à ce que l'activité physique devienne une évidence pour la majorité de nos jeunes, quels que furent leurs parcours antérieurs. Et d'ailleurs, je dois préciser que pour un grand nombre de jeunes qui ont connu du décrochage scolaire, l'appétence manifeste qu'ils ont à l'égard de l'activité physique laisse à penser qu'un certain nombre d'apprentissages, certes, n'ont peut-être pas été couronnés de succès, mais en tout cas leur ont donné le goût de l'effort de la pratique physique, tout simplement. Voilà. Bon, merci. Je vais adresser quelques questions. Ah, pardon, effectivement. J'oublie toujours, excusez-moi. Non. Personne ne me rappelle. Bon, je vais adresser des questions à Thomas sur l'intervention qui portait sur le programme Like You. Donc, je vais les lire et voilà, je vais te laisser le soin de répondre. Il y a 3 questions. Alors, est-ce que l'image corporelle positive est forcément liée à la nutrition? Ne peut-on pas se sentir bien dans son corps en étant en surpoids? Point d'interrogation. Une autre question. Le programme développe donc l'image corporelle, mais sans accompagnement à travailler la tolérance à l'effort. N'y a-t-il pas un risque que l'acceptation de soi externe ne soit pas couplée à une tendance au changement corporel et comportemental? Et par ailleurs, dernière question, avez-vous songé à présenter ce dispositif Like You sur les institutions de protection de l'enfance, accueillant des enfants placés notamment? Un programme qui pourrait être développé et mis en place par des éducateurs accompagnant ces jeunes, parfois isolés, ayant une santé mentale atteinte, souvent précaire, et coupés de leur environnement familial. Je te laisse répondre, Thomas. Bon, je réponds de tête, mais juste avec un support devant moi. Donc la première question, donc elle était sur justement le lien entre la nutrition et l'image corporelle. Alors ça, c'est vraiment le paradigme en fait qui a été développé par l'association Équilibre au Québec. C'est vraiment cette idée que quand on parle de nutrition, on parle d'alimentation, d'activité physique et d'image corporelle. C'est vraiment l'idée d'associer les trois et qui sont incontournables les uns des autres. Et c'est vraiment cette idée aussi que la perte de poids, ce n'est pas une finalité forcément. Effectivement, c'est ce que vous décrivez très bien dans la question, c'est l'idée de se sentir bien avec son corps, alors même s'il est en surpoids. Par contre, c'est parce que je me sens bien dans mon corps que je vais adopter des comportements, notamment en termes d'activité physique et d'alimentation, qui permettent de prendre soin de moi et de faire attention à moi, parce que je m'apprécie davantage. Donc on va dire qu'on inverse un petit peu la manière de le penser. La deuxième question qui était sur la tolérance à l'effort. Alors, effectivement, quand on parle de tolérance à l'effort, moi j'ai tendance à dire, effectivement, c'est pareil. La même chose, c'est en travaillant et en développant les compétences psychosociales, on va pouvoir justement
travailler sur les ressentis, la perception des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge des personnes qui sont éloignées de l'activité physique sur leurs ressentis, sur ce qu'ils ressentent, que ça soit agréable ou pas agréable, c'est toujours plus facile de s'y remettre après ou de proposer des adaptations, de pouvoir noter des améliorations aussi. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant via l'outil, c'est vraiment dans le programme Like You, c'est qu'on travaille aussi sur interroger un petit peu les perceptions et les ressentis qu'on a. Et la dernière question sur les lieux où on met en place Like You, c'est mis en place déjà dans des structures telles que celles que vous avez citées, donc que ce soit des maisons familiales et rurales, les MFR, que ce soit dans des MEX, que ce soit dans des DITEP, que ce soit aussi dans des établissements de la PJJ, donc de la protection judiciaire de la jeunesse. Like You, c'est pas fermé, c'est vraiment ouvert à toutes les structures qui accompagnent des jeunes de 13 à 17 ans et qui souhaitent en tout cas s'investir et s'engager dans ces aspects nutritionnels et du coup de développement d'image corporelle. Voilà, je pense que j'ai répondu aux 3 questions. Et moi, je vais proposer justement une question à Anne-Marie, qui est à côté de moi. Alors, j'en ai même 2 pour toi, Anne-Marie. Tu dis avoir dû réorganiser les plannings pour proposer 3 sessions de sport par semaine. Et est-ce qu'on pourrait savoir ce que tu as dû retirer comme activité? Est-ce que c'est souvent les grandes questions, quand on rajoute, il faut enlever? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as enlevé et est-ce que tu as eu des regrets sur les activités que tu as dû enlever? Alors, je n'ai pas retiré d'activité puisqu'en fait, quand on prend un emploi du temps d'élève, voilà, l'objectif, c'est, on a une contrainte, c'est de pouvoir positionner 7 heures d'activité éducative réparties sur 3 journées. Le vendredi, on ne peut pas, c'est une autre contrainte parce qu'il y a les transports scolaires. Nos élèves sont libérés à midi. Donc moi, je prends l'horaire réglementaire donc imposé par l'éducation nationale, et je ne retire rien. En revanche, je prends sur leur temps libre. Voilà. Mais parce qu'ils ont envie, ils le font quand même. Ouais. Et deuxième question, c'était par rapport aux professionnels qui encadrent les activités. Est-ce que c'est des professionnels de sport de l'EREA ou est-ce que vous faites appel à des clubs affiliés, labellisés, des partenaires ? Alors les deux, en fait, puisque ce ne sont pas des professeurs d'éducation physique qui interviennent. Le professeur, j'en ai qu'un seul sur l'EREA, le professeur d'éducation physique et sportive intervient pour une activité qui est plus propre à la musculation, donc je ne l'ai pas mis sur le diaporama. En revanche, sur les autres activités de plein air, d'accompagnement, les enseignants sont là pour accompagner, donc, et pas laisser les jeunes seuls avec un intervenant professionnel, donc d'une structure locale. Donc, notamment l'escalade, on est sur un petit peu plus loin, on est sur Ussel. Le VTT, là, ce sont nos enseignants du premier degré qui encadrent les élèves. En revanche, tout ce qui est la partie mécanique, on fait appel à une association locale également qui prend quelques jeunes pendant que d'autres sont sur les vélos et explique un petit peu la mécanique vélo. Voilà, on fait appel également aux partenaires locaux. Voilà. Merci Anne-Marie en tout cas pour ces réponses.